Thank you, Mr. President. شكرا السيد الرئيس. I begin أبدأ بياني اليوم in these 10,000s في هذه الجلسة 10,000 في مجلس الأمن with an apology. باعتذار. An apology, اعتذار أوجهه إلى شعب فلسطين particular تحديدا في غزة. to those whose eyes إلى كل من انصب تركيزه اليوم council today. على مجلسنا. We Algerian نحن الجزائريين نسمعكم Palestinian sisters, أيها الأشقاء والشقيقات الفلسطينيين والفلسطينيات. سامحونا forgive us. سامحونا Particular in Gaza, تحديدا أنتم في غزة where fire consumes. Bienvenue pour ce décryptage. Aujourd'hui, on va se pencher sur une scène assez inhabituelle, presque théâtrale, qui s'est déroulée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ah oui, à un moment où le langage diplomatique habituel a volé en éclats, c'est ça? Exactement. Le moment où Ammar Benjama a, comment dire, fustigé le Conseil. Le terme arabe employé Yububur serait même encore plus percutant. Yububur. Oui, le mot a un poids énorme. C'est pas juste une critique, hein. C'est vraiment une réprimande, un blâme, adressé à l'organe censé être le gardien de la paix mondiale, rien que ça. C'est une brèche, en fait. Oui, une brèche spectaculaire dans le protocole qui est d'habitude si feutré, si contrôlé. Ça dit beaucoup sur la frustration accumulée, je crois. C'est précisément ça qui nous intéresse. Pourquoi cette colère? Pourquoi cette charge si directe? Et puis, il y a ces excuses. Oui, les excuses au peuple palestinien. Assez déroutant dans ce contexte. Très déroutant. Et enfin, cette promesse, « Lan natakhalla an Philistine ». Nous n'abandonnerons pas la Palestine. Alors, simple posture ou y a-t-il un engagement réel derrière? On va tenter de décrypter un peu ce que cet incident révèle des dynamiques de pouvoir à l'ONU et peut-être de son impuissance sur certains dossiers. Alors, commençons par le début, si vous voulez bien. Cette fustigation, ce yaboub adressé au Conseil. Bon, on pourrait dire coup de colère, sortie de route diplomatique. Simple. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt un acte très calculé? Un signal fort pour dire « Attention, notre patience a des limites, même ici, au cœur du système ». Est-ce que c'est si étonnant que ça, finalement, après des années et des années de blocage sur ce dossier? Justement, je ne crois pas du tout au simple coup de sang. Pour moi, c'est une rupture calculée avec les codes. Vous savez, le Conseil de sécurité, ça fonctionne beaucoup sur l'ambiguïté, l'euphémisme, la négo en coulisses. Le non-dit. Exactement. Alors, utiliser un mot qui veut dire réprimander sévèrement et viser l'institution elle-même, c'est refuser ce jeu-là. Ça montre une exaspération, mais une exaspération profonde. Pas juste sur une décision, mais sur l'inertie globale, systémique du Conseil sur la question palestinienne. Ce n'est pas la première fois qu'on entend des critiques, bien sûr. Non, mais la violence verbale ici, et le fait de cibler l'institution en tant que telle, ça, c'est assez inédit. C'est pas juste une position politique qui est attaquée, c'est le Conseil lui-même. Et cette inertie systémique dont vous parlez, elle a un nom surtout sur ce dossier, c'est le veto. Absolument. Le veto, c'est le mot-clé. Sur la question israélo-palestinienne, le Conseil de sécurité est le théâtre répétitif de l'usage du veto ou même juste de la menace du veto. Principalement américain, il faut le dire. Oui. Pour bloquer des résolutions qui, pourtant, auraient le soutien de la quasi-totalité de l'Assemblée générale. Les condamnations de la colonisation, les appels au cessez-le-feu, le soutien à la reconnaissance de l'État palestinien. Tout ça se heurte au mur du veto. Voilà. Le consensus est structurellement impossible à atteindre sur ces points cruciaux. Donc, si je comprends bien, Benjama, il ne ferait que mettre des mots très crus, très directs, sur une réalité que tout le monde connaît, mais que la bienséance diplomatique empêche normalement de nommer aussi. Brutalement. Il brise un tabou, en quelque sorte. C'est exactement ça. Il met à nu ce décalage immense entre le mandat officiel du Conseil, maintenir la paix et la sécurité internationale, et sa capacité réelle ou sa volonté réelle d'agir sur ce conflit qui est quand même emblématique. En utilisant Haïboukr, il ne critique pas juste une politique, il pose la question de la légitimité et de l'efficacité même de l'institution face à une situation humanitaire politique qui n'arrête pas de se dégrader sur le terrain. C'est une façon de dire « votre silence, votre inaction, vos blocages, ça a des conséquences réelles. Et on ne peut plus se contenter de formules creuses. »
Le langage sort de l'ordinaire parce que la situation sort de l'ordinaire. Ou du moins la perception de son urgence par certains acteurs clés. Voilà. Comme si la critique ne suffisait pas, il y a ce deuxième temps. Encore plus. Surprenant, les excuses. Il s'excuse auprès du peuple palestinien. Oui. Mais au nom de qui, au juste? Au nom du Conseil qu'il vient de critiquer vertement, ça serait paradoxal, au nom de son propre pays qui se sent impuissant. Ou alors, est-ce une manière de pointer une faillite collective, une faillite morale de la communauté internationale, ou juste une figure de style pour enfoncer le clou de la critique? C'est un geste symbolique très fort, et sans doute avec plusieurs niveaux de lecture. Présenter des excuses comme ça, dans cette enceinte, ce n'est vraiment pas anodin. On peut y voir, oui, une reconnaissance de l'échec du système multilatéral à protéger les droits d'un peuple. Ce n'est plus technique, c'est éthique. Voilà. Ça dépasse la critique du fonctionnement du Conseil, ça touche à une question éthique. Au nom de qui? Probablement pas du Conseil lui-même, effectivement. Plutôt au nom des États qui, comme celui qu'il représente, on pense à l'Algérie, vu son histoire et son mandat actuel, se sentent liés par une solidarité forte avec les Palestiniens. Et qui sont profondément frustrés par leur incapacité à changer la donne au Conseil. D'accord. Mais est-ce que ces excuses, au-delà du symbole, elles ont une valeur réelle? Est-ce qu'elles ne risquent pas d'être vues comme un simple aveu d'impuissance, ou même, soyons un peu cyniques, comme une sorte de démagogie? Bon, l'impact immédiat, soyons clairs, il est politique et symbolique. Il ne faut pas s'attendre à des conséquences juridiques ou opérationnelles directes, évidemment. Non, bien sûr. Et c'est un message de solidarité puissant envoyé aux Palestiniens. C'est aussi un message aux autres membres de l'ONU, notamment les pays du Sud, les non-alignés, qui partagent souvent cette même frustration face au blocage du Conseil. Ça peut, peut-être, renforcer un front commun de contestation. Et l'aveu d'impuissance? C'est un risque, oui, mais ça peut aussi être vu comme un acte de vérité, un acte courageux, reconnaître les limites du système actuel. Et ça, forcément, ça alimente le débat sur la réforme du Conseil de sécurité, un débat récurrent et pour l'instant assez stérile, il faut bien le dire, sur sa composition, sur le droit de veto. Donc, en s'excusant, il mettrait en accusation indirectement ceux qui détiennent le vrai pouvoir au Conseil, les membres permanents et leur fameux droit de veto hérité d'un autre siècle. C'est une lecture tout à fait plausible, oui. Ces excuses, elles soulignent l'inadéquation qui devient criante entre les structures de pouvoir héritées de 1945 et les réalités géopolitiques d'aujourd'hui. Elles montrent le fossé, d'un côté une majorité écrasante à l'Assemblée générale qui vote régulièrement pour des résolutions pro-palestiniennes, et de l'autre, le Conseil de sécurité où ces mêmes aspirations sont bloquées. La fracture est exposée. Oui, le geste expose cette fracture au sein même de l'ONU. Une tension entre la légitimité, disons, démocratique, même si elle est théorique, de l'Assemblée et la puissance quasi-oligarchique du Conseil. Ce n'est peut-être qu'une fissure, mais ça révèle quand même une certaine fragilité de l'édifice. Très clair. Alors, après la charge et les excuses, on arrive au troisième temps, la promesse. Nous n'abandonnerons pas la Palestine. Bon, c'est une déclaration forte, enflammée, mais la diplomatie, c'est l'art du possible, et le possible est souvent très limité. Concrètement, que peut faire un pays, même s'il siège comme membre non permanent au Conseil, face à un mur de veto potentiel? N'est-ce pas juste de la rhétorique pour, disons, galvaniser un peu les soutiens et sauver la face? C'est évidemment une déclaration politique forte. La dimension rhétorique est indéniable, bien sûr, mais je pense que ce serait une erreur de la réduire juste à ça. Si on part de l'hypothèse que c'est l'Algérie, cette phrase s'inscrit vraiment dans une ligne constante de sa politique étrangère. C'est un message qui a plusieurs destinataires, en fait. Ah oui. Oui, aux Palestiniens d'abord. C'est un message de réconfort, le signe que leur cause n'est pas oubliée, malgré les échecs diplomatiques. Aux partenaires régionaux et internationaux, c'est un signal de persévérance, l'idée que la pression va continuer, mais par d'autres voies. Et puis, à l'opinion publique, nationale et arabe, c'est une réaffirmation des principes qui fondent cette politique étrangère. D'accord, mais ces autres voies, justement, si le Conseil, qui est quand même l'organe exécutif clé, est paralysé, où est-ce qu'on peut porter le combat efficacement? Les options existent, même si elles sont moins directes ou, disons, moins contraignantes qu'une résolution du Conseil. Il y a d'abord l'Assemblée générale. Continuer à y faire passer des résolutions à de très larges majorités. Ça permet d'isoler politiquement les positions contraires et de maintenir une pression morale. L'Assemblée peut aussi faire autre chose.
Oui, elle peut utiliser certaines prérogatives comme la résolution Union pour le maintien de la paix ou saisir la Cour internationale de justice pour un avis consultatif. Ça a déjà été fait d'ailleurs sur les conséquences juridiques de l'occupation. Ensuite, il y a tout le travail au sein des autres agences de l'ONU, l'UNESCO, le Conseil des droits de l'homme. Ok. Et puis, bien sûr, il y a l'action diplomatique plus classique, bilatérale, ou au sein d'organisations régionales comme la Ligue arabe, l'Union africaine. Et enfin, ne pas oublier le soutien politique et matériel direct. Ne pas abandonner, ça veut dire utiliser toute la palette d'outils disponibles, même si aucun n'a la force d'une résolution du Conseil adoptée sous chapitre 7, c'est sûr. C'est donc une sorte de stratégie de contournement, ou plutôt d'investissement de tous les autres terrains de jeu possibles, faute de pouvoir agir au sommet. Une sorte de guérilla diplomatique ? Une guérilla diplomatique ou une lutte d'usure. C'est une façon de maintenir la question palestinienne à l'agenda international, malgré toutes les tentatives de la marginaliser ou de considérer que le statu quo a réglé la question. La promesse Lan natakhalla an Philistine, c'est l'affirmation que, même face à la réelle politique, même face au blocage structurel, la revendication de droit, elle, ne sera pas abandonnée. La vraie question, bien sûr, que soulève cette promesse, c'est quelle traduction concrète et surtout soutenue dans les mois, les années à venir, au-delà de l'effet d'annonce immédiat, bien sûr. Alors, si on essaye de rassembler un peu tout ça, la critique au vitriol, les excuses spectaculaires, et puis la promesse solennelle. Qu'est-ce que cet épisode nous dit vraiment de l'état du multilatéralisme aujourd'hui, surtout sur ce dossier palestinien? Est-ce que c'est l'électrochoc qui pourrait réveiller une institution un peu endormie, ou est-ce que c'est juste un symptôme de plus de sa maladie chronique? Je penche plutôt pour le symptôme, mais un symptôme particulièrement aigu cette fois. Cet incident, il est très révélateur des frustrations immenses qui se sont accumulées. Pas seulement sur la question palestinienne d'ailleurs, mais plus largement sur la capacité du Conseil de sécurité, tel qu'il est configuré aujourd'hui, à répondre aux grandes crises de manière efficace et surtout de manière perçue comme équipable. Ce n'est donc pas un tournant? Probablement pas un tournant décisif en soi, non. Mais c'est une manifestation vraiment spectaculaire de la tension qui ne cesse de grandir entre les attentes d'une grande partie du monde et la réalité des rapports de force au sein du Conseil. Une tension entre la norme, l'idéal affiché de l'ONU et la puissance brute, les intérêts des États sont. C'est exactement ça, c'est la mise en scène de cette tension fondamentale. D'un côté, on a le langage policé de la diplomatie, les règles du jeu établies par les vainqueurs de 1945, et de l'autre, on a l'expression presque viscérale d'une indignation politique morale face à une situation jugée intolérable et face à une paralysie qui est perçue comme une forme de complicité. Et ce type de déclaration, comme vous le disiez, c'est à double tranchant. Oui, tout à fait. Ça peut fédérer les mécontents, ça peut galvaniser les soutiens d'une cause, maintenir une pression qui est indispensable, mais en même temps, ça peut aussi durcir les positions, creuser encore plus les fossés entre les membres permanents et les élus, entre le Nord et le Sud, et rendre encore plus difficile de trouver un consensus, même sur d'autres sujets. C'est vraiment le reflet d'un ordre international qui est de plus en plus contesté. En somme, un coup de projecteur assez brutal sur les contradictions, les impasses du système onusien. Pour résumer un peu, avant de conclure, cette intervention d'Amar Benjamin, avec sa triple dimension, la critique yu'abir, les excuses ya'tadir et la promesse lan natakhalla, elle restera sans doute comme un moment marquant. Moins peut-être pour son impact immédiat que pour ce qu'elle révèle finalement. Oui, ce qu'elle révèle de l'ampleur des frustrations, de la profondeur des blocages et de l'intensité des tensions qui traversent le Conseil de sécurité, en particulier sur la question israélo-palestinienne. Une fissure dans la façade, comme vous disiez tout à l'heure. Exactement. Et ça ouvre une perspective plus large, une question pour l'avenir en fait. Si l'institution centrale, celle qui est chargée de la paix et la sécurité mondiale, apparaît à autant d'acteurs comme étant en échec structurel ou en paralysie volontaire sur des conflits aussi anciens et aussi centraux, quelles leçons les États en tirent ? Bonne question. Comment est-ce que cette perception d'inefficacité ou de partialité pourrait remodeler les approches futures pour essayer de résoudre les conflits? Est-ce qu'on va assister à une tentation de plus en plus forte de contourner ces mécanismes multilatéraux qu'on juge défaillants au profit de solutions régionales peut-être, de coalitions ad hoc, voire d'actions unilatérales qui seraient potentiellement moins encadrées par le droit international tel qu'on le connaît? C'est une question ouverte, évidemment. Oui, une question ouverte, mais dont la réponse dessinera sans doute une partie importante de la géopolitique de demain.